Merci beaucoup à Umberto et bonjour à toutes et à tous. Il a fait des compliments sur moi, mais j'ai beaucoup de défauts, dont un très important. Je ne parle pas bien italien, même très peu italien, donc vous serez obligé de subir la traduction. Dunque vi ringrazia tutti e dice che ha avuto tanti complimenti ma anche dei difetti, tra i quali quello di non parlare l'italiano, e quindi dovete subire il peso della traduzione. Donc je vais introduire ce séminaire qui sera évidemment complété, précisé et amélioré à travers les interventions suivantes pour introduire la question du binge. Dunque introdurrà questo seminario che sarà poi completato dai successivi e che andranno ad approfondire appunto il concetto di binge. Pour moi, la question du binge s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui les conduites à risque et la dépendance chez le sujet, en particulier l'adolescent et le jeune adulte. Dunque il concetto di binge riguarda i comportamenti a rischio che al giorno d'oggi toccano in particolar modo l'adolescenza. Et nous savons aujourd'hui que ces conduites à risque et cette dépendance augmentent dans nos populations d'adolescents. E al giorno d'oggi sappiamo che questi comportamenti a rischio, che appunto riguardano in particolar modo l'adolescenza, stanno aumentando sempre di più. Umberto Nisoli vous a précisé ce qu'on appelle le binge, qui est difficilement traduisible en italien, en français, etc. Et on peut dire que le binge, c'est une consommation excessive, impulsive et incontrôlée d'un objet extérieur dans une période de temps limitée qui amène le sujet à avoir un sentiment de perte de contrôle de son comportement et qui s'accompagne d'une estime de soi altérée. Dunque, Umberto ha introdotto precedentemente quello che binge significa, che secondo il professor Braconnier consiste in un consumo eccessivo, impulsivo e incontrollato di qualcosa di esterno, una sostanza esterna, in un periodo di tempo limitato e che implica un sentimento di perdita di controllo e di alterazione della stima di se stessi. Il y a une définition officielle d'une binge qui en psychiatrie est utilisée par les classifications internationales dont je vais vous donner le contenu. Dunque il concetto di binge rientra in un sistema di classificazione internazionale di cui vi parlerà adesso. Le binge, qui peut être le binge eating, le binge drinking, etc., est considéré et défini comme une absorption solitaire en général, dans une période de temps limitée, par exemple moins de 2 heures, d'une quantité de nourriture, de boissons, etc., largement supérieure à ce que le sujet, généralement normal, fait, et dans une période de temps également tout à fait différente de ce que le sujet normal fait. Dunque il binge quindi si definisce come un'assunzione incontrollata e smodata che può riguardare sia gli alimenti che le bevande, quindi binge eating o binge drinking, in un lasso di tempo che può essere ad esempio quello di 2 ore e che è largamente superiore a quello che interesserebbe un soggetto normale nello stesso lasso di tempo. Les présentations suivantes vous permettront de bien comprendre ce qu'est ce binge, en particulier le binge alimentaire et le binge à propos des boissons alcoolisées. Mais la définition se complète par un autre élément. Il y a un sentiment par le sujet d'une perte de contrôle sur le comportement alimentaire, boisson, etc. pendant la crise, sentiment qui donne au sujet le sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter, de manger, de boire, etc., et d'être démuni face au contrôle qu'on a sur son comportement. Allora, quello che caratterizza questo tipo di comportamento è la perdita di controllo da parte del soggetto sulle proprie azioni e quindi che lo porta appunto a questa assunzione smodata. La question de l'estime de soi, de la confiance en soi chez ces sujets qui ont ce comportement est difficile parce qu'elle est peut-être une raison à ce comportement, mais ce comportement renforce la perte d'estime de soi.
le sujet peut peut-être avoir une manque d'estime de soi qui est à l'origine du comportement, mais le comportement donne au sujet une perte d'estime de lui-même. Allora, una delle cause di questo tipo di comportamento è la mancanza di autostima, che però rientra in un circolo vizioso, perché nel momento in cui si assume un comportamento di binge eating o drinking, comunque questo favorisce una perdita maggiore di autostima. Alors pourquoi j'inclus ce comportement dans les conduites à risque de l'adolescence? C'est pour la raison suivante. D'un point de vue psychosociologique, l'adolescence est caractérisée par des conduites à risque, quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures. C'est ce qu'on a appelé les rites d'initiation. On essaye et on fait des erreurs, mais on essaye un certain nombre de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements. Dunque questo comportamento riguarda in particolar modo l'adolescenza e anche l'infanzia, perché fa parte di uno di quelli che vengono definiti come riti di iniziazione delle persone. Dans toutes les époques, dans toutes les cultures, ce passage de l'enfance à l'âge adulte a été caractérisé par des conduites à risque. In ogni epoca, in ogni cultura, il passaggio dall'infanzia all'età adulta è caratterizzata da uno di questi riti appunto di iniziazione. La différence aujourd'hui est que ce n'est plus la société qui propose aux adolescents d'avoir des comportements à risque, comme dans les rites d'initiation. La société n'a plus de rite de passage, n'a plus de rite d'initiation, et au fond, chaque sujet est obligé de trouver les siens propres. Quello che differenzia la società odierna da quella passata è che non ci sono più veri e propri riti di iniziazione, quindi è il soggetto stesso che ne trova diversi e di nuovi per se stesso. Et on voit bien qu'on retrouve dans ces comportements à risque de nos jeunes contemporains ce qui était l'essence même de ces rites d'initiation, la séparation du groupe familial, car ces conduites à risque se font évidemment sans des adultes, parfois en cachette des adultes, en secret vis-à-vis des adultes. Il y avait une sorte de mort symbolique, de risque avec la mort, d'atteinte du corps, et il y avait après une résurrection et une affirmation de soi qui faisait qu'on devenait adulte. Dunque in passato questi riti di passaggio, diciamo, riguardavano la separazione dalla famiglia, una sorta di morte simbolica per un distacco appunto dalla famiglia, una risurrezione, poi un'integrazione nuova nella società. Il y a donc une conception psychosociologique de ces conduites à risque qui est qu'au fond les adolescents d'aujourd'hui, pour affirmer leur existence, pour faire des essais et des erreurs face aux nouvelles potentialités qu'ils ont justement parce qu'ils deviennent adolescents, ont ces comportements à risque, dont ces comportements de binge. Dunque appunto quello che caratterizza la società contemporanea è appunto questa assunzione di nuovi tipi di rito da parte degli adolescenti che li portano poi al binge, al cosiddetto binge. Mais ces conduites à risque sont caractérisées pour certains par ce qu'on appelle l'ordalie, peut-être que vous connaissez ce terme-là, dont la définition est la suivante. Vous pouvez le dire en italien. Sì, dunque questo si caratterizza per qualcosa che è detto ordalia, ordalia, e di cui vi darà la spiegazione. L'anno scorso nous avevamo visto Marc Valeur. L'anno scorso, nei seminari che abbiamo fatto, importante recuperarlo nel corso di laboratori, è stato presente Marc Valeur. Voi ricordate che tra le cose di cui si discusse era Marc Valeur, Charles Nicolas, le ordalie, le condotte ordaliche. Quindi recuperiamo un pezzo del seminario passato. Quindi leggo la traduzione di ordalia: è il fatto di rischiare la propria vita per dare una prova di se stessi. Nel Medioevo era una prova giuridica dove ci si metteva alla prova appunto attraverso diverse prove al giudizio dinanzi a Dio, e i fantasmi ordalici riguardavano il fatto di rimettersi a una potenza, a un potere esterno come quello che poteva essere il fato, il destino, e di riprendere attraverso questa assunzione di un rischio mortale il controllo della propria vita per sentirsi ancora più vivi.
Ci sono diversi aspetti del rituale di passaggio che evocano l'ordalia. La question est de savoir donc si ce binge s'inscrit dans ces conduites à risque et comment. E la questione qui è quella di sapere appunto se il binge si iscrive in questa sorta di ordalia. Ce qu'on va retrouver comme caractéristiques psychologiques de ces adolescents ayant ces comportements à risque sont les traits suivants. Allora, le caratteristiche psicologiche delle persone affette da binge sono le seguenti. Dunque sono 4, sono la sensibilità e la noia e la ricerca di nuove sensazioni, lo squilibrio tra la parte cognitiva, costo e beneficio, l'impulsività e la tendenza alla trasgressione e l'autosufficienza. Et bien évidemment, dans le binge, tel qu'on va le voir et tel qu'il va vous être précisé ultérieurement, on va pouvoir retrouver ces attitudes et ces caractéristiques psychologiques chez beaucoup de ces adolescents. Dunque, appunto, si possono ritrovare molti di questi tratti tra gli adolescenti affetti da binge. La question est de savoir quand on a un comportement ou quand on le répète. Et au fond, on peut, une fois dans sa vie, 2 fois dans sa vie, avoir un comportement de binge addiction, de binge alimentaire, de binge à l'alcool, etc. C'est pas la même chose que de le répéter de façon très fréquente. Et là, on est dans une situation de dépendance, comme Umberto vous l'a dit, qui devient une situation beaucoup plus catastrophique. È importante riconoscere la singolarità del binge oppure la sua ripetizione, nel senso che ovviamente quando questo si ripete più volte, allora lì si ricade nella dipendenza e diventa patologico, insomma, il binge. Un petit rappel sur ce qu'on appelle la dépendance, en tout cas une des définitions au fond de la dépendance, et comment situer la dépendance d'un point de vue psychopathologique. Allora, adesso vedremo come si situa, come si definisce la dipendenza da un punto di vista psicopatologico. Chez ces adolescents et chez jeunes adultes qui répètent leur comportement de binge addiction, de binge alimentaire, binge drinking, etc., on va avoir d'abord le constat qu'ils ne rentrent pas dans un cadre psychopathologique connu de la part des des psychologues ou des psychiatres. Allora, tra gli adolescenti e gli adulti che ripetono comunque questo tipo di comportamento non sempre si riesce, dalla parte degli psicologi, si riesce ad identificare effettivamente la dipendenza. On retrouve néanmoins assez souvent des adolescents, des adultes qui sont habités par ce qu'on appelle une dépressivité, une sorte de morosité un peu latente. Et puis on va retrouver aussi chez ces adolescents et chez les adultes, pas chez tous, mais ce qu'on appelle justement des tendances antisociales, c'est-à-dire des tendances d'agression sur le monde extérieur. On va également retrouver ce qu'on appelle plutôt une organisation limite, ce qui est des termes techniques d'un point de vue psychologique et psychiatrique, c'est-à-dire des sujets qui sont volontiers justement dans le passage à l'acte, qui ont du mal, qui sont volontiers dans le tout ou rien, qui ont souvent comme attitude de couper le monde en deux, il y a les bons et les mauvais. Et on va retrouver chez ces sujets ce type de personnalité, et on va retrouver aussi ce qu'on appelle l'alexithymie, c'est-à-dire la difficulté de ressentir les émotions, ses propres émotions, et de ressentir les émotions des autres. Tout ça sont des attitudes qu'on peut retrouver, mais qui ne caractérisent pas systématiquement ces adolescents et ces adultes. Allora, praticamente in questa dipendenza non si trovano dei disturbi patologici che sono univoci, unici, e ci sono diversi aspetti della dipendenza che sono ad esempio la depressione, ma anche la problematica dell'essere in un certo senso antisociali, e quindi ai limiti, ai margini anche della società, appunto in uno stato limite alla deriva, e si può essere affetti, alcuni soggetti sono affetti da alessitimia psicosomatica, e un punto in comune comunque a tutti questi problemi è che l'atto del binge si sostituisce al pensiero di fronte a tutti questi conflitti, al senso di colpa e all'angoscia personale. Tout traduit ? Okay. Un petit mot sur la complaisance extérieure, car il faut essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup plus de sujets
qui ont ce type de comportement. Ce qu'on appelle la compliance extérieure, c'est la réalité extérieure, la réalité externe, la réalité sociale, la réalité culturelle, vient s'allier, vient faire résonance chez un individu avec ce qu'il vit intérieurement, avec ses fantasmes. Au fond, il y a une relation entre l'extérieur et l'intérieur. Et incontestablement, on a une explication potentielle qui est que nous sommes dans une société qui est une société de consommation, qui est une société où il faut aller vite, où il faut être intense, où il faut réussir, y compris dans la destruction. Dunque, indubbiamente quello che influisce poi sul comportamento dei soggetti è la realtà esteriore, quindi tutto ciò che riguarda la società e che al giorno d'oggi è caratterizzato dall'importanza dei consumi, dalla rapidità della vita e appunto da tutto quello che tocca l'individuo dall'esterno. Donc au fond, l'hypothèse sociologique est que nos sociétés contemporaines favorisent ce type de comportement. Parce que les adultes ne proposent plus des rites de passage, les adolescents sont obligés de s'en construire eux-mêmes, et 2, parce que nous sommes dans une société qui est une société d'excès et d'intensité excessive. Dunque, quindi la società appunto incide indubbiamente su questi comportamenti perché, come abbiamo detto in precedenza, non esistono più riti di passaggio, quindi le persone sono in un certo senso costrette a crearsene e poi perché appunto per la pressione esterna, le deuxième point, c'était... Justement que la société est une société d'excès. Che la società è una società che tende all'eccesso. Alors évidemment, il y a d'autres conceptions qui expliquent ces comportements. Je vais rapidement vous les présenter. Vi presenteremo degli aspetti dal punto di vista psicanalitico. Allez-y. C'est plus facile pour vous. Dunque, innanzitutto la difficoltà di elaborazione psichica, vale a dire tra il legame che c'è tra gli affetti e tra gli affetti stessi e le loro rappresentazioni, e la difficoltà di costruire una storia, anzi dice più una biografia, quindi personale, che una storia. Poi c'è la difficoltà di pensare, la difficoltà di elaborazione della funzione simbolizzante della legge e del padre, la messa in atto di un'economia psichica parallela, quindi a livello esteriore in termini di bisogno, di legame e al contempo di fuga. Ecco. Un'organizzazione ciclica in particolar modo per le dipendenze. Et il y a un point de vue un peu général concernant la compréhension de ces adolescents, qui est la suivante. Allora c'è un altro punto che è il seguente, vado io direttamente, e sono gli assestamenti, la sistemazione diciamo di queste dipendenze. Vale a dire che più ci sono delle minacce interiori, in particolar modo delle minacce depressive, e più si ricercano delle percezioni esterne. E l'interesse delle terapie a orientamento cognitivo-analitico e bifocale. D'un point de vue du soin et de la thérapeutique de nos places à nous sommes beaucoup à penser qu'il ne faut plus une seule approche et qu'il ne faut plus une opposition entre les différentes approches dans notre domaine psychothérapique, qu'il ne faut plus soit s'opposer entre les psychanalystes et les approches cognitivo-comportementales, mais qu'il faut au contraire lier les deux, et je dirais même lier les trois aspects, l'approche psychanalytique comprenant l'intérieur du sujet, l'approche cognitive agissant sur les comportements du sujet, et l'approche psychosociale qui permet de soutenir d'un point de vue social le sujet. Allora è importante avere un approccio multilaterale, quindi che non riguardi solo uno degli aspetti della risoluzione per la cura di questi problemi, che sono psicanalitico, no, est-ce que vous pouvez répéter les trois? Psychanalytique, intérieur, psicanalitico, interno, cognitivo, okay, comportementale e comportamentale e sociale. E sociale. Sì.
Il ne faut pas quand même complètement oublier en tant que médecin que le cerveau existe et qu'il y a quand même probablement des hypothèses pour penser que ces adolescents ayant des comportements à risque ont aussi peut-être des altérations au niveau du cerveau sur les circuits de récompense, qu'on appelle les circuits de récompense, et sur le maintien des comportements. Non bisogna però dimenticare che comunque esiste anche il cervello e che quindi non è escluso che queste persone possano avere veramente dei problemi a livello appunto del cervello, quindi neurobiologici. C'est ce qui explique que parfois, avec ces adolescents, nous sommes amenés, quand ils sont pris dans des comportements très répétitifs, à prescrire des médicaments, même si nous ne sommes pas, c'est pas notre première intention. Quindi è lecito comunque prescrivere degli psicofarmaci, delle medicine, anche se comunque non è la prima intenzione. Et je vais vous épargner un temps trop long parce que je sais que c'est difficile pour vous, cette double traduction. La conclusion est la suivante. Dunque, vi risparmierà comunque la traduzione, quindi la conclusione è la seguente. Dunque, i comportamenti a rischio sono frequenti durante l'adolescenza, tra cui appunto il binge, e non sono un segno sistematico di una patologia, e solo la loro ripetizione o la loro associazione sono indicativi di una dipendenza patologica e devono portare alla ricerca della causa e della ragione e della funzione dei sensi. Merci beaucoup à tous.